Smart Impact vous est présenté par Jacques World, le rendez-vous mondial dédié aux composites. Bonjour à toutes et à tous. C'est une émission spéciale de Smart Impact que je vous propose aujourd'hui depuis le GEC World, le salon mondial des matériaux composites organisé ici au Parc des Expositions de Villepinte. Dans cette émission, on va recycler les bateaux en fibre de verre avec Composite Recycling. On va découvrir les revêtements à haute valeur ajoutée du groupe Madère, comprendre comment DMJ Eco conçoit ses produits de plasturgie ou encore comment Fermat recycle les ailes d'avion et les pales d'éoliennes en fibre de carbone. C'est parti pour ce Smart Impact spécial GEC World sur le thème matériaux composites et développement durable. Bonjour Guillaume Perben, bienvenue. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes le président cofondateur de Composite Recycling. Vous l'avez créé en 2021 avec Pascal Gallo. Alors je disais en préparant l'émission que le déclic, ça a été votre passion pour la voile. Racontez-moi. Oui, alors on est tous les deux passionnés de voile. On aime le vent, on aime l'océan, on aime la nature. On aime moins de savoir que notre bateau qui est léger, qui dure longtemps, qui va vite et qui est facile d'entretien est en fibre de verre qui ne se recycle pas. Et comme mon cofondateur est physicien, il avait trouvé une solution qui consiste à séparer la résine de la fibre. Alors vous allez nous expliquer en détail, mais peut-être pour faire le constat, d'ailleurs ça concerne les bateaux, mais ça concerne aussi d'autres matériaux, par exemple les pales d'éoliennes. Aujourd'hui, ça finit où? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors les matériaux composites, ça fait 50, 60 ans qu'on innove avec, qu'on allège, qu'on consomme moins, Oui. qu'on améliore la vie de tous les jours. Les circuits imprimés sont en composite aussi. Aujourd'hui, ils sont tellement bien conçus et ils durent tellement longtemps qu'à la fin de leur vie, on ne sait pas quoi faire avec. Donc parfois on les incinère, mais c'est seulement la partie plastique qui brûle. Mais surtout, on les enfouit. Donc les pales d'éoliennes, les bateaux, tout ça part en enfouissement dans un grand trou et on les laisse là en attendant de trouver une solution. Donc c'est évidemment intenable, insupportable. Et puis même, effectivement, je pense que les entreprises doivent trouver des solutions, sont ici pour trouver des solutions. Et vous en proposez une. Qu'est-ce que vous avez cherché et trouvé surtout, et peut-être aussi en combien d'années de recherche et développement? Alors, ça fait 3 ans qu'on travaille sur le sujet. Oui. La technique qui consiste à chauffer sans oxygène permet d'éviter la combustion. Donc, on arrive à séparer les éléments. Okay. Ça s'appelle la pyrolyse, on ne l'a pas inventé. C'est comme ça qu'on fait du charbon de bois avec du bois. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on a décidé de faire un traitement qui est spécifique à ce matériau. Donc, on ne broie pas, on n'a pas de mouvement de matière. Et donc, on a des résultats excellents. Quand vous faites du recyclage, plus vous spécialisez dans le type de matériau, et meilleurs sont vos résultats. Et c'est ce qu'on obtient, c'est-à-dire qu'on sépare les résines des fibres, on récupère les fibres pour pouvoir refaire du matériau composite avec, ce qui est quand même une solution nettement meilleure. Et avec la résine, on a de l'huile de pyrolyse avec laquelle on peut refaire soit du plastique, soit de la résine, suivant le type de résine. Donc les deux matériaux qui étaient mélangés, vous les isolez et les deux ont une seconde vie après, c'est ce que je comprends. Oui. Ça vaut pour la fibre de verre ou ça vaut pour tous les matériaux composites finalement? Alors, les matériaux composites, comme la fibre de verre avec en fait une fibre minérale, ça fonctionne extrêmement bien. D'accord. Avec les fibres comme la fibre de lin ou de chanvre, il n'y a pas vraiment d'intérêt en fait puisqu'elles sont plus fragiles. Un bateau, ça peut vivre combien d'années? On va se concentrer un peu sur ce marché-là qui est quand même important. Alors, un bateau, si on l'entretient bien, ça peut vivre une centaine d'années. Oui. En moyenne, on admet qu'ils vivent entre 40 et 60 ans et ça fait 40 ou 60, entre 40 et 60 ans qu'on a commencé à utiliser ce matériau. Oui. Donc les volumes de ceux qui arrivent en fin de vie sont en train d'exploser. Vous avez vu venir ma question, ça représente un marché potentiel de combien de bateaux à recycler? Alors c'est le magazine britannique Practical Boat Owner qui a calculé qu'en Europe, sur le continent européen, il y en a 2 millions. Les Canadiens ont compté 6 millions au Canada, mais en Europe, il y en a 2 millions et tous les ans, il y en a entre 100 et 150 000 de plus qui arrivent en fin de vie. D'accord, donc ça veut dire un marché évidemment français, européen et mondial potentiel. Vous en êtes où du développement de Composite Recycling? Il y a déjà une unité de recyclage de ces matériaux, vous en êtes où? Alors, on a aujourd'hui, nous on est basé en Suisse, on a une filiale en France, on a 2 petites machines qui nous permettent de faire des tests, on en a fait plus de 350. Ouais. On fait des tests pour les entreprises qui souhaitent qu'on puisse démontrer la recyclabilité de leurs produits. Donc la preuve de concept, comme on dit, elle est faite.
C'est-à-dire que vous êtes un fabricant de ski, de carrosserie ou de bateau, vous nous envoyez des morceaux de votre production et nous, on démontre qu'on arrive à faire cette séparation et qu'on peut les réutiliser. C'est intéressant pour vous en tant que fabricant parce que vous gardez vos marchés. Notre unité industrielle, elle est mobile pour qu'on puisse ne pas transporter des grosses épaves de bateau, mais on va les démonter sur place. Et donc, le réacteur est livré dans quelques semaines et il est déployé dans l'ouest de la France à partir de la deuxième moitié de 2024. Vous dites le réacteur? Oui. Pourquoi? Parce que ça ressemble à un gros four dans lequel il y a une réaction. C'est là qu'on fait cette séparation. Ok, d'accord, très bien. Et donc, vous l'installez dans l'ouest de la France parce qu'il y a un marché, évidemment, autour de la voile et des bateaux. Il y a des géants français de la voile qui sont installés dans cette région? Alors, il y a les géants français. On pense au groupe Beneteau, on pense à Airbus, on pense au Châtelet de l'Atlantique. Mais la région des Pays de la Loire est extrêmement active dans le monde du composite. Et ce sont les premiers en France en tout cas, qui ont voulu faire une filière complète. Nous, on fournit une technologie, mais ça ne suffit pas. Il faut les sociétés de gestion de déchets qui vont chercher les déchets. Il faut les gens qui les trient. Nous, on fournit la technologie, ensuite il faut les gens qui réutilisent les fibres et l'huile. Alors, il y a un autre marché qui est très important et dont il faut absolument parler ici au GEC World, c'est les chutes de production. Ça représente quoi, ça? Alors, absolument. Et ça, c'est vraiment la question fondamentale. Parce que aujourd'hui, vous êtes fabricant de composites, les meilleurs sont entre 5 et 10%. Certaines industries sont jusqu'à 30%. De chute de production. De chute de production. Imaginez, vous utilisez des moules, vous devez découper les côtés du moule. Quand vous avez une fenêtre, vous devez découper la fenêtre. Tout ça, ce sont des composites neufs qui partent en enfouissement. Et aujourd'hui, pour ces industries, ça représente une liberté d'opérer, de pouvoir trouver une solution environnementale pour ces chutes de production. C'est la continuité de leur activité. On peut prendre l'exemple des pales d'éoliennes. Quand on construit une pale d'éolienne, il y a une chute de production importante. Oui, entre 5 et 12% suivant les cas. Ouais, quand on voit la taille de... Et une pale qui fait 90 mètres, effectivement, c'est considérable. Est-ce que pour ces entreprises, c'est presque... j'allais dire vital, de trouver une solution de recyclage de leurs matériaux en général et de leur chute de production en particulier? Alors exactement, c'est vraiment le bon terme. Aujourd'hui, on a un des leaders de fabricants de fibres de verre et de résine qui nous a dit « c'est la liberté d'opérer pour mes clients ». Parce que le client, sinon, repasse sur le métal. On a des gens qui font des ressorts pour l'automobile. Les constructeurs ont dit « le composite ne se recycle pas, donc je laisse tomber le composite, je repasse sur des ressorts en métal ». Donc c'est vraiment une question vitale, effectivement. Parce que tous les clients des producteurs de matériaux composites veulent pouvoir afficher le fait de proposer un produit recyclable. C'est devenu une obligation d'une certaine façon, ou en tout cas, on se prépare à ce que ce soit une obligation. C'est le fondement même des lois REP, les lois responsabilité élargie du producteur. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas mettre sur le marché un produit qui n'a pas une solution de fin de vie. Et quand votre produit c'est du composite, la question est posée. Un mot du développement international de Composite Recycling. Là, on a parlé de cette unité mobile dans l'ouest de la France. Il y en a d'autres ailleurs ou d'autres prévus ailleurs? Alors, dans le monde, clairement, c'est l'Europe qui est leader. Parce que l'Europe a vraiment des règles qui sont beaucoup plus claires, beaucoup plus définies. Et donc, la communauté européenne, la Suisse, l'Autriche est la première qui a levé l'exemption d'enfouissement des composites au 31 décembre. Donc ça a créé une grosse pression sur l'industrie. Vraiment, l'Europe, c'est là où nous, on a besoin d'un environnement réglementaire. Merci beaucoup, Guillaume Perbennet. À bientôt sur Bismart. On parle des biocomposites tout de suite. Bonjour Julien Kiel, bienvenue. Bonjour. Vous êtes responsable de la business unit composite du groupe Mader, groupe mondial qui est spécialisé dans les peintures et les résines. Je veux bien que vous nous présentiez ce groupe. Quels produits, quels services vous proposez? Alors le groupe Mader, c'est une entreprise familiale qui est une entreprise de taille intermédiaire. Et on propose différents produits, que ce soit des revêtements, donc ça peut aller de la peinture pour l'automobile, le ferroviaire, les revêtements pour les canalisations, le stockage d'eau et les composites sur lesquels on propose les formulations que les clients utilisent, mettent en œuvre pour faire des pièces composites dans le ferroviaire, le bus, le bateau, tout ce qui est ignifugé en fait, en feu fumé et qui permet d'avoir le nez d'un TGV par exemple. Ok. Il y a d'autres exemples comme ça qu'on puisse visualiser parce que quand on parle composite, on s'en rend compte ici au GEC World, ça concerne
pratiquement tous les secteurs d'activité. Vous êtes présent dans quel secteur en fait? Alors nous, majoritairement, sur le composite, on va être donc le ferroviaire, comme je l'ai dit, le bus. Le bus, ça va être des pièces comme la sortie des escaliers, les pièces sur lesquelles vous marchez, qui doivent être feu fumé, au cas où il y a un incendie, que les gens puissent sortir. Pareil pour le ferroviaire, que les gens ne soient pas intoxiqués, qu'ils puissent sortir. Ou le bateau, les receveurs de douche, par exemple, dans les gros paquebots, c'est des produits qui sont faits par nos clients avec nos formulations. D'accord. Quand on dit feu fumé, ça veut dire qu'il résiste au feu? Il résiste au feu et il dégage très peu de fumée et de la fumée non nocive. 10% du chiffre d'affaires du groupe Meder qui est consacré à la recherche et développement, j'ai vu ça en préparant l'émission. Des recherches qui sont quoi? De plus en plus tournées vers la réduction de l'impact. Ça fait partie évidemment de la stratégie des préoccupations majeures du groupe aujourd'hui? Tout à fait. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on est une petite entreprise, de taille intermédiaire, donc on doit être très innovant. Depuis des années, on a toujours été très innovant. On a fait partie des précurseurs dans les peintures à l'eau pour l'industrie. Donc déjà, ce côté développement durable. Et maintenant, on a en interne développé un plan, ce qu'on appelle Evolve 2025, qui est vraiment développer des nouvelles innovations, mais en prenant en compte aussi le développement durable. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi par le groupe. 10% du chiffre d'affaires, c'est quand même une grosse somme. Bien sûr. Pour ces recherches R&D. Avec notamment des matières premières issues de la biomasse. De quoi on parle précisément? Tout à fait. Donc en fait, nous fabriquons des résines au départ. Nous synthétisons des résines avec des monomères. Ces monomères, ils peuvent être pétrosourcés, c'est ce qui est fait jusqu'à maintenant, ou ils peuvent être issus de la biomasse biosourcée. C'est-à-dire venir... Alors nous, on utilise plutôt des déchets de l'agriculture, de l'industrie agricole, pour justement ne pas entrer en concurrence avec l'agriculture et la nourriture. Et c'est-à-dire qu'on va remplacer les briques qu'on utilise au départ, qui sont pétrosourcées, par des briques biosourcées. Et on a développé un nouveau produit qui maintenant présente 55% de sa composition, qui vient du biosourcé et non plus du pétrosourcé. Donc ça vous diminue totalement l'impact environnemental du produit. C'est là que vous parlez de biocomposite? C'est ça, tout à fait. Alors, nous, là où on peut intervenir à notre modeste niveau, c'est sur la formulation composite. Après, cette formulation va être mise en œuvre et on peut venir ensuite mettre des fibres naturelles, par exemple, qui vont encore améliorer l'impact global. Et donc, on a un composite qu'on va appeler biocomposite parce qu'il est issu de résines issues de matières premières de la biomasse et des fibres naturelles, par exemple. Est-ce que c'est un défi technique particulièrement compliqué à relever? Premier aspect de la question. Et puis ensuite, c'est quand même important, est-ce que ça coûte forcément plus cher? Alors, c'est un défi technique, tout à fait, parce qu'il faut repenser nos résines, utiliser parfois des monomères pétrosourcés qu'on ne peut pas remplacer un pour un, donc les remplacer par quelque chose d'autre, mais pour garder des propriétés toujours équivalentes, voire supérieures. Et aussi, ça demande donc ce travail de R&D, ces vérifications, donc ça prend du temps, c'est technique. Est-ce que c'est plus cher? Alors, ça va dépendre. Globalement, oui, mais on a certains monomères qui peuvent être moins chers que leur, entre guillemets, équivalent pétrosourcé. Mais c'est vrai que globalement, c'est surtout la structure industrielle qui, pour l'instant, n'est pas encore forcément aussi développée que le pétrosourcé. Donc forcément, les matières premières coûtent plus cher parce que les volumes sont moindres, etc. Mais je pense que quand toute la filière va aller dans cette direction, forcément, ça va entraîner une baisse des coûts. Et alors justement, vous, c'est une demande de vos clients, c'est-à-dire qu'il y a la volonté de l'entreprise, du groupe Meder, mais est-ce qu'il y a eu une pression d'une certaine façon de vos clients pour trouver finalement des formulations de plus en plus éco-responsables? Alors, disons qu'il y a déjà, au niveau interne, notre PDG est très intéressé par cette vision-là. Il a mis en place différentes choses. On est aussi inscrit sur des associations où on va mettre en lumière nos objectifs, ce qu'on veut faire, donc, pour que ce soit visible et transparent. Donc c'est vraiment une volonté interne, très clairement. Ensuite, il y a aussi forcément le besoin et la demande du client. On le voit partout dans notre vie de tous les jours. On va de plus en plus vers des matériaux durables, vers du recyclage, etc. Et le composite, c'est comme partout dans la vie, on a ces demandes-là. Après, voilà, on est proactif,
parce que c'est des longs, il y a du développement, donc il y a du long terme. Donc il faut être proactif, mais on sent la demande augmenter de plus en plus. Si on passe dans le GEC, on s'en rend compte. De plus en plus de fibres naturelles, biocomposites, etc. Merci beaucoup Julien Quillet, mon salon GEC World. Notre émission spéciale continue, on parle innovation en matière de plasturgie tout de suite. Bonjour Mathieu Crépin, bienvenue. Vous êtes le directeur général délégué de DMJ Atlantique. DMJ Group, c'est de la plasturgie innovante. Alors racontez-nous, avec quelles applications, dans quel domaine vous intervenez? Donc nous œuvrons dans tout un tas de domaines qui vont de l'automobile en passant par l'aéronautique, le sport et loisirs, le médical, partout là où on a besoin quelque part d'allègement. Aujourd'hui, on a développé toute une offre multitechnologie qui nous permet justement de proposer des solutions innovantes dans le domaine de l'allègement, donc de la substitution des métaux par des plastiques et composites. On parle de composites haute performance. Tout à fait. Peut-être on peut faire une petite liste à l'après-vert. Qui sont vos clients? Ça permet de voir la variété des nos clients, il y a des équipementiers de l'aéronautique, comme Safran par exemple, ou bien des équipementiers de l'automobile, des équipementiers du sport et loisirs, ou des acteurs du domaine du médical. Donc on retrouve vraiment un large éventail d'acteurs de l'industrie. Alors vous êtes venu avec des produits, là on est dans le sport et loisirs. Racontez-nous, parce que c'est une bonne illustration de ce que vous êtes capable de faire. Tout à fait. Donc là on a une chaussure très innovante que l'on a développée avec Decathlon, qui présente bien des intérêts, notamment le fait qu'elle est produite sans aucun déchet, c'est-à-dire qu'il y a autant de matière entrante dans le process que sur le produit final. Cette chaussure est moulée à une seule opération, donc il n'y a aucun assemblage par collage, ce qui permet de faciliter le recyclage de cette chaussure, parce qu'on n'a pas de colle qui viendrait polluer la matière. On n'a aussi que 2 matières qui constituent cette chaussure. Donc deux seulement? Oui, effectivement. Vous avez une matrice et une fibre thermoplastique que l'on peut facilement rebroyer pour refaire des chaussures derrière. Donc quand on travaille sur le cycle de vie d'un produit, évidemment, sa recyclabilité sera beaucoup plus importante. Sur une chaussure, on va dire classique, ça peut être combien de matériaux Jusqu'à différents? Une dizaine de matières différentes. Vous avez des colles thermodures, vous avez du carton, vous avez différentes matières plastiques plus ou moins compatibles. Et donc là, cette chaussure, pour faire simple, on la met dans un broyeur et puis on peut imaginer la réintégrer dans une nouvelle chaussure. Alors justement, ça c'est la phase suivante. Donc, exactement. Donc dans cette chaussure, la semelle, elle est faite de quoi là? Donc dans cette chaussure, on utilise différents types de déchets, des déchets qu'on appelle post-industriels, c'est-à-dire des déchets de production, notamment des poches à eau. Je ne sais pas si vous voyez ces gourdes souples, bleues, que l'on a tous à la maison. Et l'idée, c'est que on récupère ces déchets de production, que l'on rebroie et que l'on réintègre dans des semelles de chaussures. Donc une application toute autre, mais on mélange ça aussi avec des déchets dits post-consommateurs, cette fois-ci des déchets qui, eux, proviennent de produits en fin de vie, donc des vieilles chaussures qu'on a désassemblées pour récupérer la semelle et les réintégrer dans des nouvelles semelles. Les matériaux composites, il y a vraiment ce duo légèreté-performance qui est à l'origine de leur succès planétaire depuis des décennies. Ce que vous nous racontez là, c'est que vous rajoutez une composante très importante, c'est la recyclabilité. C'est une obligation aujourd'hui? Vous le ressentez comme ça? Je dirais que même au sens plus large, c'est l'éco-conception, parce que comme on le disait tout à l'heure, on prend en considération le cycle vie du produit, donc de sa conception, pour essayer d'engager le minimum de matière vierge, ou en tout cas issu de ressources fossiles, et jusqu'à la fin de vie du produit, où on va chercher à simplifier son recyclage, notamment pour une chaussure. Il faut imaginer que c'est plein de pièces collées, donc le désassemblage d'une chaussure va être très compliqué à justifier économiquement, parce que ça va demander beaucoup de main d'œuvre. Donc ça veut dire, on parle d'éco-conception, ça veut dire que vous y consacrez plus de temps, plus d'argent, plus de moyens au sein de DMJ Group? Aujourd'hui, au sein de DMJ Group, on a un centre de R&D qui travaille sur le développement de ces nouveaux procédés de fabrication et la mise en œuvre de ces nouveaux matériaux, en essayant d'appliquer la règle des 3 R, qui consiste à réduire, réutiliser et recycler. Donc on prend en considération ces 3 règles pour pouvoir concevoir des produits de nouvelle génération et aussi développer des procédés qui nous permettent aussi d'être compétitifs par rapport à des pays à faible coût de main d'œuvre, parce qu'aujourd'hui toutes ces chaussures elles ne sont pas fabriquées en Europe, comme vous le savez, et ce d'autant plus qu'il ne sera pas possible de renvoyer ces produits en fin de vie
en Asie. Donc c'est aussi une très belle opportunité pour nous de relocaliser des productions. Oui, donc, mais ça veut dire aussi que les filières de recyclage, elles existent déjà, elles sont en train de se mettre en place. C'est un des gros enjeux, bien évidemment. Aujourd'hui, il y a une nouvelle réglementation qui va entrer en vigueur qui s'appelle la REP, qui est la responsabilité élargie du producteur. C'est-à-dire que toute entreprise qui va mettre un produit sur le marché sera chargée d'assurer la fin de vie du produit et son recyclage. Et donc aujourd'hui, on travaille sur des nouvelles organisations pour pouvoir recycler localement, produire localement et consommer localement. Ça veut dire que c'est quoi? C'est tout un écosystème Exactement. qui travaille qui finance le recyclage. C'est un des gros enjeux. Il va falloir monter ces filières un peu nouvelles parce qu'aujourd'hui, collecter ces produits, les désassembler, les trier, les recycler, ça va demander de gros investissements, mais c'est une belle opportunité pour l'industrie pour pouvoir répondre à ces enjeux de développement durable. Oui, et effectivement, avec un enjeu aussi de relocalisation et de souveraineté. Merci bien beaucoup, évidemment. Mathieu Crépin, et à bientôt sur Bismart. Bon GEC World, profitez du salon. Recycler les ailes d'avion ou les pales d'éoliennes, voilà ce dont on va parler tout de suite. Smart Impact depuis le GEC World, le salon mondial des matériaux composites, avec Alice Balaguer. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous êtes vice-présidente Impact chez Fermat, entreprise française fondée en 2020 qui recycle les composites, notamment les composites renforcés de fibres de carbone. Tiens, pour commencer, on les trouve dans de nombreux secteurs, ces composites? Oui, alors on les trouve dans beaucoup de secteurs, on les trouve dans l'aéronautique, on les trouve dans l'aérospatial, on les trouve aussi dans le sport. Aujourd'hui, c'est des composites. Les composites ont vraiment permis un développement extraordinaire de l'industrie aéronautique dans les dernières années. Ils ont aussi permis d'aller sur la Lune. Donc c'est des magnifiques matériaux qui ont des performances qui sont assez extraordinaires. Voilà. Et, ce qui explique leur succès, le fait qu'on en trouve partout. Ce qui explique leur succès et ce qui explique aussi la raison d'être de Fermat. Qui est que aujourd'hui ces composites qui ont vraiment qui sont des matériaux extraordinaires, il n'y a pas forcément de solution de fin de vie pour ces composites. Aujourd'hui, ils sont soit enfouis, soit incinérés. Et aujourd'hui, Fermat propose de les recycler pour fabriquer de nouveaux matériaux avec ces fibres. On parlera parce que vous ressortez des plaques de matériaux, ça ressemble un peu à de l'alu, c'est pas de l'alu évidemment, vous nous expliquerez comment vous y arrivez et puis deux ce qu'on peut en faire. Mais peut-être sur l'innovation, c'est quoi? C'est un processus breveté par Fermat? De quelle innovation on parle en fait? Oui, c'est un processus breveté et en fait la vraie innovation de Fermat, c'est d'arriver à recycler le matériau composite sans en détruire les propriétés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un procédé de recyclage mécanique qui permet de ne pas casser la fibre et donc du coup de maintenir ses propriétés. Voilà. Et ça, c'est la vraie innovation, une des innovations qui est brevetée chez Fermat et qui permet du coup d'avoir des matériaux avec de très grandes performances et qui sont des matériaux recyclés. Fermat qui a inauguré, je crois que c'était à la fin de l'année 2022, un site de recyclage, ailes d'avion, pales d'éoliennes, c'est de ça dont on parle. Donc forcément, on voit, j'imagine, la taille du hangar. C'est oui. Ça, expliquez-nous à quoi ça ressemble ce site. Alors aujourd'hui, ce site, il fait à peu près, il est très grand. Oui. On est situé juste à côté, dans l'espace aéroportuaire, dans l'espace industriel autour de l'aéroport de Bouguenais à Nantes. Donc on est juste à côté des usines Airbus, donc on est vraiment au cœur de la production aéronautique. Et aujourd'hui, en fait, on n'a pas encore des immenses pales d'éoliennes, mais on reçoit un certain nombre de chutes de production de fournisseurs de composites et de déchets. Voilà, on reçoit des déchets qui nous sont envoyés par Dassault Aviation. Ce sont des déchets en fibre de carbone qu'on arrive à recycler. Voilà. Est-ce qu'à terme, on va... Parce qu'effectivement, vous nous l'avez dit, ces déchets ils sont incinérés ou enfouis. Et là, je reste sur ces déchets gigantesques, quoi. Une aile d'avion ou une pale d'éolienne. Vous allez les récupérer. Elles seront quoi? Elles seront découpées, débitées. Expliquez-nous un peu le processus qui va aboutir finalement à la production de plaques de 25 cm², 1 m² qui vont être réutilisées dans l'industrie ensuite. Oui. Aujourd'hui, l'idée, c'est que du coup, nous, quand on reçoit aujourd'hui les chutes de production ou des déchets qui sont un peu moins volumineux qu'une aile d'avion, on commence du coup à les découper. D'accord. Voilà, pour avoir en fait ce qu'on appelle nous des copeaux.
des chips. Et ensuite, avec ces copeaux, qui peuvent être de dimensions variées en fonction de la performance attendue du matériau, on réassemble des plaques avec la performance demandée par les clients. Voilà, donc c'est vraiment, c'est de la découpe, c'est de l'assemblage et du moulage. Alors en bout de chaîne, on a quoi? Ça ressemble à En quoi bout de chaîne, on a des plaques qui peuvent être de tailles très différentes. On arrive maintenant à faire de très grandes plaques. D'accord, Voilà. ça dépend de ce que le client demande. Ça dépend de ce que le client demande. Et la façon dont on dispose les copeaux dépend aussi de ce que le client demande en termes de performance. Alors ça, je voudrais bien comprendre. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir plus ou moins de souplesse, de rigidité. En fonction de ce qui est attendu par le client. On a réussi par exemple à faire, je vous invite à aller sur le stand pour voir, c'est une prouesse technologique qu'on a réussi à faire, ce sont des semelles de course, donc pour pouvoir courir le marathon, et en fait qui n'ont pas les mêmes propriétés sur toute la semelle. C'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit où vous vous trouvez sur la semelle, ce n'est pas les mêmes propriétés. Voilà. Et ça, c'est vraiment une prouesse qui a été mise au point par nos équipes de recherche qui sont basées à Paris et qui a été, ensuite, c'était produit dans l'usine. Et c'est assez extraordinaire parce que vraiment, on arrive à moduler la performance du matériau en fonction de ce qui est demandé par le client et sur une seule et même plaque. Voilà. Avec de l'intelligence artificielle qui rentre en ligne de compte à un moment dans, Tout à fait. dans le En fait, dans la processus. génération en fait, de ce qu'on appelle les layups, et donc dans la façon dont on va disposer les copeaux, il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui est mise sur la disposition de ces copeaux. Des raquettes de padel aussi, moi qui m'y suis mis il n'y a pas si longtemps, ça m'intéresse forcément, qui pourraient être faites comme ça en Oui, composite qui sont recyclé. faites d'ailleurs, elles sont sur le stand, elles sont faites déjà en partenariat avec Quickmed Decathlon. Et donc voilà, c'est surface d'impact. Et d'ailleurs, on est assez, les performances d'impact qui ont été, les tests d'impact qui ont été faits par Decathlon sont très satisfaisants sur la performance du matériau. Ok, voilà des chaussures, des raquettes. Vous nous l'avez dit, c'était incinéré, c'était enfoui. Est-ce que c'est vrai aussi, par exemple, si on parle de secteur, l'industrie automobile, vous travaillez aussi avec l'industrie automobile. Dans quel cadre précisément? Alors aujourd'hui, on a des partenaires dont on peut pas forcément, qu'on peut pas forcément évoquer, mais c'est grosso modo en termes, de ce qu'on fait, c'est soit des surfaces à l'intérieur du véhicule, parce qu'on arrive à faire des matériaux qui sont vraiment esthétiquement très satisfaisants, parce qu'en fait, en fonction de la disposition des copeaux, vous pouvez vraiment avoir c'est comme de la marqueterie en fait, c'est très beau. On peut aussi travailler le glossy, il y a plein de choses qu'on peut travailler. Donc des surfaces esthétiques, on va dire, à l'intérieur du véhicule, et on travaille aussi sur des parties intérieures du véhicule, parce qu'en fait aujourd'hui la fibre de carbone, elle est légère, et donc elle permet d'alléger le poids des véhicules, et donc du coup elle est aussi indispensable à la transition énergétique. Dernière question, c'est recyclable à l'infini ou il y a un moment où il va falloir quand même, on perd un tout petit peu de qualité du matériau? Alors non, le procédé de Fermat, l'objectif c'est que nous on a conçu un procédé qui est recyclable à l'infini, et donc du coup les produits qui sont fabriqués en Fermat sont recyclables. Merci beaucoup Alice Balaguier d'être venue nous présenter les Merci solutions pour l'invitation de Fermat et bon salon des matériaux composites. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale de Smart Impact. Je vous dis à très vite sur Bismart. Salut. Smart Impact vous a été présenté par Jacques World, le rendez-vous mondial dédié aux composites.